Bonjour à toutes et à tous. On est ravis d'être avec vous pour aujourd'hui parler de création de valeur à partir de l'engagement pour les entreprises et les marques. Donc, je suis avec Pauline de Rodelec, qui est directrice RSE de la maison Diptyque, et Grégoire Mialet, président et cofondateur de Seaways. Et moi, je suis Isabelle Donat, directrice générale de LinkUp. Donc on va vous parler attentes consommateurs, diffusion de la stratégie RSE pour aller jusqu'aux clients B2B et B2C. Et puis pour finir, je reviendrai un petit peu sur ces leviers de création de valeur que peut être l'engagement, que peuvent être les engagements pour les marques. Donc sans plus attendre, je vais passer la parole à Grégoire pour vous présenter l'approche de Seaways sur ce sujet. Est-ce que ça fonctionne? Oui, très bien. Merci beaucoup, Isabelle. Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi d'être là. Donc, je suis effectivement Grégoire Mialet. Je suis cofondateur d'un cabinet qui s'appelle Seaways, qui est un cabinet qui est spécialisé dans la data et plus particulièrement dans l'analyse des comportements des consommateurs. Alors, on ne parle pas énormément des consommateurs ici à ProDurable. Et pourtant, je pense qu'avec LinkUp, on partage la conviction que pour vraiment créer de la valeur à partir de l'engagement, il faut mettre autour de la table les marques et les consommateurs. Déjà pour briser le fameux triangle de l'inaction, mais aussi parce que vos clients, vos consommateurs, ils sont les premiers impliqués, les premiers concernés par vos démarches et ceux qui vont vous apporter le plus d'informations sur là où mettre la valeur dans vos démarches RSE. Alors, on y arrive. Ce dont on a beaucoup entendu parler ici à ProDurable, je ne vais pas redire le mot une énième fois, si je le dis quand même, c'est SRD. C'est beaucoup des notions que vous devez défendre, vous, en interne, auprès de vos interlocuteurs, qui voient souvent la RSE comme une contrainte. Parce qu'on parle de réglementation, parce qu'on parle de normes, parce qu'on parle de mesures, de bilan carbone, de rapport RSE. Tout ça, c'est souvent évidemment associé à du temps, c'est souvent associé à des coûts. On vous propose de changer un peu de logiciel et de plutôt prendre le problème de façon différente et de voir la RSE sous l'angle d'une opportunité. D'une opportunité de performance, d'une opportunité de business, d'une opportunité de valeur. Je vous présente juste ce chiffre-là que j'aime bien parce que c'est une étude qui a été menée par des collègues économètres. Ça veut dire que c'est une mesure réelle de l'impact de l'implication RSE d'une entreprise, toutes choses égales par ailleurs. Donc, en neutralisant l'effet de la performance intrinsèque de l'entreprise et juste en essayant d'identifier ce qu'apporte réellement la RSE. Donc il y a un impact positif sur la performance de l'entreprise, ça a été prouvé depuis plusieurs années et c'est dans le rapport de France Stratégie que je vous invite à consulter. Alors évidemment, les leviers de cette valeur, on les identifie, je pense toutes et tous, la préférence de marque, d'arriver à se différencier par rapport à vos concurrents. C'est bien quand ça peut permettre de réduire les coûts de production, notamment sur la partie de génération d'énergie. On fait à la fois de la RSE et en même temps on réduit les coûts de production. Un système qu'on a théorisé qui est très important, le First Mover Advantage. Quand vous proposez un avantage, vous êtes le premier à proposer. C'est là où l'impact sur vos consommateurs et donc sur votre business est le plus fort. Il y a beaucoup d'exemples qui le démontrent. Et puis évidemment, dérisquer, le risque de ne rien faire. Et ça, il faut arriver à le chiffrer, il faut arriver à le démontrer auprès de vos équipes et auprès, évidemment, des COMEX. Isabelle en reparlera tout à l'heure. Alors, ça reste quand même un challenge pour vous de dégager de la valeur avec la RSE, et encore plus maintenant, pour plusieurs raisons que je vais évoquer rapidement. La première, c'est qu'on a une généralisation des engagements de base. Ce qu'on appelle avec Isabelle, on dit que c'est la fin des quick wins. Vous avez ces dernières années, les marques ont ces dernières années pris un certain nombre d'engagements, et c'est normal, elles ont privilégié les quick wins, donc ceux qui avaient un faible coût en termes d'implication, en termes de coûts financiers, et qui apportaient le plus de valeur à la marque. On est un peu à la fin de cette ère-là, où les engagements de base, ils sont communs à toutes vos marques, et où finalement, vous n'avez plus vraiment d'incrémental à aller chercher sur ces engagements, sur ces petits pas. Et donc maintenant, il va falloir s'attaquer aux marches les plus hautes. Et là, évidemment, c'est là où démarre vraiment la complication sur la génération de valeur par la RSE. On a un deuxième obstacle qu'il va falloir franchir, et je pense que tout le monde l'a vu ces derniers mois, et difficile de ne pas l'évoquer, c'est celui d'un retour en arrière sur certains aspects, notamment de la réglementation, à travers ce qu'on appelle un backlash, donc un retour en arrière de certaines avancées, on va dire, dans certains secteurs, et notamment donc, au niveau européen. Et les marques aussi ont leur backlash à eux. Vous avez peut-être entendu ce terme de greenwashing, qui n'est plus le greenwashing parce qu'on sait que le greenwashing, il a un impact négatif sur la performance, qui est plutôt le fait de ne plus parler du tout du sujet pour éviter d'avoir des effets contre-productifs.
le silence écologique. Un autre obstacle, évidemment, c'est le fait qu'il y a beaucoup de marques aujourd'hui qui méconnaissent finalement les attentes des consommateurs. Et c'est pour ça qu'on voulait le mettre aujourd'hui dans cette conférence au centre du sujet. Parce que les attentes des consommateurs, elles sont très fortes, mais elles sont très difficiles à lire. Entre ce que les gens déclarent, ce que les gens font, les aspects de la RSE sur lesquels ils vous attendent, eh bien, ne pas suffisamment connaître ces aspects-là, c'est possiblement mettre votre investissement sur, pas forcément au bon endroit. Évidemment, vous le savez, le consommateur, il est extrêmement paradoxal, il a une dissonance cognitive très forte. Et donc, entre ce qu'il vous déclare et ce qu'il va réellement faire, il y a un monde. La propension à payer du consommateur sur les aspects RSE est très difficile à calculer. Et c'est pour ça qu'on va vous présenter aujourd'hui une démarche qui permet de le faire. Il y a un espoir quand même dans cette vision-là. C'est qu'aujourd'hui, la sensibilité du consommateur à ces sujets-là, elle est de plus en plus forte, elle est ancrée. Et il n'y a pas de retour en arrière sur cette propension. Là, je vous présente les résultats d'un dernier sondage des Media Center et d'LSA qui vient d'être publié, vous l'avez peut-être vu, qui montre qu'il y a quand même une très forte croissance de la perception de la consommation responsable des consommateurs par rapport à 2022, quand bien même entre ces deux moments, il y a eu évidemment une crise inflationniste qui a mis le prix et le pouvoir d'achat au centre des préoccupations. Donc ça veut dire que malgré ce contexte, les consommateurs sont encore extrêmement engagés sur la notion de responsabilité sociétale et ils disent être prêts à payer plus cher, décalage avec la réalité, on va en parler, mais en tout cas cet aspect-là est encore en croissance. Donc ça c'est un aspect qui est extrêmement positif. Comment on peut l'expliquer ? Eh bien, tout simplement, il faut se féliciter parfois. Je pense que le travail qui a été mené par les médias, par vous, les marques, sur ces sujets-là, sont en train de porter leurs fruits et qu'aujourd'hui, la sensibilisation et la connaissance des enjeux, notamment des enjeux climatiques, est très forte chez les consommateurs. Je vous donne juste un exemple qu'on mesure dans nos études. On mesure ça tous les 6 mois dans notre panel Trend Shaker. C'est les éléments sur la sensibilité par rapport à la crise climatique. Là, on a mis l'aspect sur l'anxiété, mais on aurait pu mettre sur tous les indicateurs. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les écarts entre les populations qui étaient initialement les plus éduquées sur cet aspect, les CSP+, les urbains, et les jeunes qui se sentent le plus concernés par l'aspect de la crise climatique, eh bien, vous voyez que les écarts se sont réduits et sont maintenant quasiment identiques dans toutes les catégories de population. Donc aujourd'hui, même chez des ouvriers, dans des populations rurales dont on pensait qu'elles étaient un peu moins averties sur ces sujets-là, eh bien, il y a une attente de prise d'engagement sur la responsabilité sociétale, sur l'engagement écologique aussi des entreprises. Ça, c'est tout à fait nouveau. Et nous, on accompagne un certain nombre de clients qui nous disent « Oui, mais moi, ma population, elle n'est pas vraiment attentive à ces sujets-là. » Et je leur montre les verbatims des clients, où il y a un verbatim sur 4 aujourd'hui qui parle d'écologie d'une façon ou d'une autre dans les retours, les feedbacks que vous font vos propres consommateurs. Alors, quand on va un peu plus loin sur cet aspect, je regardais la montre un petit peu en même temps, je vois qu'Isabelle est là, mais on avance. Juste un tout petit exemple pour vous montrer que les attentes de vos clients ne sont pas forcément là où vous les attendez. Des exemples très concrets. On accompagne un acteur français de la croisière bien connu, qui fait donc des voyages d'aventure plutôt luxueux, et qui travaillait sur son aspect RSE. Donc évidemment, ils ont travaillé sur la démarche de propulsion des navires, ils ont travaillé sur la démarche de voyage des participants. Et puis quand ils travaillaient sur la consommation à l'intérieur du navire, eh bien, il y avait des débats au sein de la marque sur, par exemple, non, on ne peut pas enlever les bouteilles d'eau dans les cabines parce qu'on ne va pas demander à des gens premium d'aller remplir leurs petites gourdes à l'autre bout du navire. Il y a eu beaucoup de discussions à ce sujet-là et finalement, évidemment, cette mesure a été mise en place. Et non seulement il n'y a pas eu d'impact négatif, mais il y a eu une perception extrêmement positive des clients qui étaient extrêmement fiers de présenter leurs petites gourdes et de se balader avec, qui la reprenaient de voyage en voyage. Et donc, il y a eu un impact sur le business très positif, alors même que la marque se censurait sur la mise en place de cette démarche. Deuxième exemple, qui avait été cité, je crois, ici à ProDurable, par le directeur RSE de DIM, qui avait identifié dans le bilan carbone qu'il y avait une étape qui était très énergivore, qui était celle du repassage à froid des collants avant la mise en packaging, qui permettait d'avoir un collant extrêmement lisse. Et donc, c'était pour eux très important que le collant soit parfaitement lisse au moment de la mise en rayon. Et l'étude a identifié qu'il n'y avait aucun impact négatif à ce que le collant soit très légèrement froissé au moment où il est acheté par la cliente. Parce que quand vous mettez votre collant pour la première fois, la différence n'existe pas. Et donc là, la marque a pu diminuer significativement son bilan carbone en enlevant cette dernière étape,
tout en ayant une perception client qui est non seulement identique, mais en plus qui peut être valorisée dans la communication en point de vente. Évidemment, à l'inverse, vous avez d'autres exemples. J'ai pris exprès une marque qui est très impliquée, qui est Patagonia, dans lequel on va avoir des démarches qui vont aller trop loin. Don't buy this jacket, vous avez peut-être vu cette communication, qui n'a pas forcément parlé au public parce qu'on fait une veste, mais en même temps, on demande de ne pas l'acheter. Donc là, on va probablement un peu trop loin dans la démarche. Et donc, j'y viens. La proposition sur laquelle on travaille avec vous, c'est de trouver l'optimum, de trouver l'équilibre entre l'endroit où justement vous allez gagner en attractivité client et donc gagner en ROI sur vos actions et évidemment l'aspect où vous allez réduire votre impact sur les indicateurs ESG, mais vous allez perdre de l'attractivité parce que le prix va augmenter ou le confort d'utilisation va être trop fort. On a mis en place par exemple une méthode analytique qu'on appelle COSMO, donc Customer Oriented et Sustainable, qui permet à vos clients d'identifier les différences entre deux politiques RSE que vous voulez mener. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on retire cet aspect déclaratif de « oui, j'ai envie que la marque s'implique sur la transparence, sur l'origine, etc. » On va lui proposer, un peu comme Tinder, deux propositions de valeur qui sont équivalentes en termes d'engagement RSE, mais sur lesquelles il va être obligé de se positionner. Et c'est très important, je parle de Tinder, mais c'est très important qu'on puisse proposer 2 à 2, puisque en psychocomportement, c'est beaucoup plus facile d'identifier les leviers quand vous n'avez que 2 propositions. Et donc, c'est possible pour le faire sur un produit, dans l'alimentaire par exemple. C'est possible de le faire dans le retail quand on va être sur l'ESG de la circularité, sur est-ce qu'on va plutôt proposer des éco-recharges, est-ce qu'on va plutôt faire de la reprise de flacons usagés. On le fait aussi dans l'hôtellerie, on a beaucoup fait dans l'hôtellerie, pour savoir s'il vaut mieux baisser la température des chambres, faire du tri sélectif, mettre du café dans les couloirs à l'étage, etc. Donc là, ça vous permet de tester 2 propositions de valeur et de voir laquelle a le plus d'intérêt. Et je finis juste là-dessus, 30 secondes. On va mettre ça en place de façon très concrète avec une enquête quantitative auprès de vos clients parce que nous sommes convaincus qu'il faut que vous impliquiez vos clients dans la démarche. Et on a besoin de mesurer tout ce que je viens de vous présenter avant sur les choix entre les différentes propositions de valeur. Soit dit en passant, c'est aussi quelque chose qu'on utilise pour faire un baromètre RSE de la perception de vos engagements par vos clients. Et ça, en interne, c'est particulièrement bien perçu de pouvoir suivre ça. Derrière, on modélise ça avec l'innovation analytique qu'on propose ici, qui est une modélisation par score Elo. Donc ceux qui font des échecs, par exemple, parmi vous connaissent le Elo Rank, qui permet justement de ranker tous vos aspects RSE, quand bien même vous ne les avez testés que 2 à 2. C'est un algorithme qui va vous permettre de prioriser vos actions RSE. Et ensuite, vous allez les positionner sur une matrice en fonction de son ROI, donc de la modélisation qu'on aura faite de l'impact sur votre chiffre d'affaires, divisé évidemment par le coût de cette mesure, le coût estimé de cette mesure. En priorisant, évidemment, en haut à droite, les actions qui vont avoir un ROI positif. J'insiste bien sur positif. Je ne parle même pas de ne pas perdre d'argent, je parle d'en gagner. Et évidemment, avoir le plus d'impact sur les indicateurs ESG que vous suivez, l'empreinte carbone dans ce cas-là. Voilà. J'en termine là, évidemment, on pourra en discuter, mais vraiment, l'objectif ici, c'était que ce type de dispositif, ce type de démarche doit vous permettre aussi en interne de montrer comment prioriser des enjeux RSE, évidemment auprès du COMEX, puisqu'il y a un enjeu business derrière de pouvoir prouver qu'il y a une attractivité client et un chiffre d'affaires, mais aussi vos collaborateurs qui vont pouvoir être impliqués dans la création de ces démarches auprès de vos clients. Merci Grégoire. Avez-vous des questions sur le Tinder qui va permettre à vos consommateurs de rencontrer l'engagement de leurs rêves? C'est pas mal présenté comme ça. C'est pas mal. Je veux dire que le succès de Facebook au début, c'était exactement ce genre de choses. On swappait entre 2 profils. Oui. Bonjour, merci beaucoup. C'est très intéressant. Du coup, je me demande si votre dernière matrice, là, permettrait de remplacer finalement un bilan carbone. Alors, ça n'a pas le même... un bilan carbone a des indicateurs pour s'améliorer, pas du tout sur le ROI, mais je me dis que si on... moi, ça me parle plus finalement ça, parce qu'il y a une vraie vision business au-delà du simple bilan carbone. Je ne sais pas comment le... Oui, non, mais je pense que vous allez beaucoup mieux argumenter. Non, mais je vois effectivement l'idée. Alors,
Pour répondre à votre question, ça ne remplace pas le bilan carbone puisque la mesure, c'est l'outil que je présente là, ne mesure pas, hein, donc il faut bien faire la mesure de l'impact carbone. Mais souvent, ce qu'on voit dans le bilan carbone, c'est on nous dit, j'ai identifié, mais je ne vois pas sur lesquels j'ai vraiment du levier. J'entends souvent dans l'hôtellerie, je l'ai entendu hier à la soirée des marques engagées. En fait, le premier critère dans l'hôtellerie, c'est le déplacement des voyageurs. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour le déplacement des voyageurs s'ils ne viennent plus dans mon hôtel? Voilà. Donc l'idée, c'est de pouvoir hiérarchiser au sein de ce bilan carbone, là où vraiment on va pouvoir agir en ayant de l'impact aussi sur la performance financière de l'entreprise. Donc ça vient en complément du bilan carbone, mais en termes d'orientation stratégique, c'est plutôt du type d'outil sur lequel on va pouvoir travailler avec l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, plutôt qu'un bilan carbone qui est quand même assez froid, sur lequel il y a des tonnes d'équivalent CO2, mais celles sur lesquelles on peut jouer, d'autres sur lesquelles on ne peut pas jouer. Donc c'est plutôt pour passer du bilan carbone à l'action en entreprise. Et mettre en perspective les choses d'un point de vue business. Tout à fait. Merci. On va passer à la suite de notre programme. En parallèle de ces réflexions et de cet outil pour mieux comprendre les attentes des consommateurs, Pauline de Rodelec, donc directrice RSE Diptyque, va nous partager la manière dont chez Diptyque, la stratégie RSE a été infusée pour permettre d'aller jusqu'aux clients B2B, B2C, pour aller chercher cette création de valeur à partir de l'engagement dont on se parle ce matin. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là et de vous partager un retour d'expérience et surtout de vous raconter comment l'engagement de Diptyque a permis une création de valeur, notamment en nourrissant la relation qu'on a avec nos clients. Donc peut-être avant de commencer, je vais juste repréciser rapidement qui nous sommes et ce que nous avons fait en matière de RSE. Diptyque est une maison de parfums et cosmétiques, mais aussi de parfums intérieurs et de décoration, qui a été créée en 1961 par 3 amis artistes qui ont ouvert une sorte de concept store avant l'heure au numéro 34 du boulevard Saint-Germain à Paris. Diptyque est aussi connu, surtout en France, pour faire partie des précurseurs qui ont commercialisé la bougie parfumée, et ce, dès le début des années 60. Diptyque, aujourd'hui, c'est une entreprise qui emploie plus de 1000 personnes et qui est présente partout dans le monde. C'est une entreprise qui est en hyper-croissance, qui est très dynamique et donc qui est en train de se structurer sur beaucoup de sujets, dont celui de la durabilité. Donc, le sujet de la durabilité, il fait partie de l'ADN de la maison, ne serait-ce que dans la manière dont on fabrique les objets. Mais la RSE, telle qu'on l'entend aujourd'hui, n'a vraiment été formalisée qu'en 2021. Il y a eu la réalisation d'un diagnostic, une stratégie, une roadmap ont été écrites. Il y a eu la création d'un département dédié qui est directement rattaché à la CIO, qui collabore quotidiennement avec le comité de direction et qui collabore également avec les marchés. Donc cette stratégie, comme je disais, elle a été structurée autour de 3 piliers. Et ce qu'on a essayé de faire le plus possible, c'est de se fixer des objectifs qui soient à la fois ambitieux, mais aussi réalistes, et de mesurer nos progrès. Donc là, c'est ce que vous pouvez voir à l'écran. Donc, comme je disais, en fait, le sujet de la RSE, techniquement, s'il est jeune dans l'entreprise, ça ne nous a pas empêché, et ça c'est parce qu'on est encore dans une petite structure qui finalement est assez agile, et aussi parce qu'on a des collaborateurs qui sont très impliqués dans les projets, ça ne nous a pas empêché de mener des initiatives qui ont vu le jour assez rapidement finalement. Et donc dès l'année dernière, on a commencé à se poser la question de la communication avec LinkUp. On a élaboré une stratégie et on s'est dit que finalement, l'objectif principal de cette communication, c'était de mobiliser nos parties prenantes autour de nos initiatives, autour de notre ambition. Et quand je parle des parties prenantes, je parle en particulier de nos clients. Je vais en dire 2 mots tout à l'heure, on va voir pourquoi. Donc, ce qu'on a fait,
c'est qu'on a voulu d'abord communiquer auprès de nos équipes internes en général et auprès de nos équipes force de vente et équipes commerciales en particulier. Pourquoi ? Parce que finalement, ce sont eux qui sont en première ligne, ce sont eux qui sont en contact direct avec nos clients. Et donc ça en fait les premiers ambassadeurs de notre engagement. Donc ce qu'on a voulu faire, c'était leur mettre à disposition un outil, une sorte de plateforme de communication qu'ils pourraient utiliser pour raconter à nos clients nos engagements. Donc volontairement, on a créé, c'est ce que vous voyez à l'écran, un outil qui soit à la fois ultra complet, c'est très exhaustif, et en même temps qui soit simple. Et surtout, l'idée, c'était qu'il soit autoportant. Pourquoi ? Pour que chaque personne qui l'utilise puisse le faire de manière autonome, sans être un expert de la RSE. Là, vous voyez quelques extraits. Donc, après, l'objectif, ce n'était pas uniquement de leur donner une jolie présentation. Ce qu'on a fait, et ça vraiment, c'était important, je crois, on a investi du temps pour former ces équipes. Donc, concrètement, nous nous sommes déplacés dans nos filiales. On est allé en Angleterre, on est allé en Allemagne, tout ça en train, évidemment. On a participé à des séminaires distributeurs, à des séminaires commerciaux. On a formé nos managers de boutique. Et tout ça, pourquoi ? Avec un double objectif, en fait. Le premier objectif, c'était vraiment qu'ils soient en capacité d'utiliser ce document pour raconter les engagements de la maison. Mais le deuxième objectif, c'était plus symbolique, c'était de montrer à quel point le sujet était important pour l'entreprise. Voilà, si toute l'équipe RSE au grand complet, c'est-à-dire 3 personnes, se déplace pour parler de ça, ça veut dire que voilà, c'est extrêmement stratégique pour la maison. Donc, on a outillé nos équipes. Le résultat, ça a donné quoi ? Ça a donné des managers de boutiques qui ont formé absolument toutes leurs équipes à partir de ce document. Et on a des équipes commerciales qui sont hyper fières de raconter à leurs clients les engagements de leur marque. Donc ça, c'était une première victoire. Maintenant, je pense que toute la question, c'est de savoir, en fait, comment est-ce que cet engagement, finalement, nourrit la relation avec les clients. Et moi, je crois que vraiment, l'enjeu d'embarquer ses clients dans son engagement, il est fondamental. En fait, on a besoin de nos clients pour avancer sur notre roadmap. On en a besoin pour atteindre nos objectifs. Et ça, que ce soit des clients B2B ou B2C. Si je parle des clients B2B, alors chez Diptyque, ça va être quoi ? Parce qu'évidemment, on est vendu dans nos boutiques en propre, mais on est aussi présent en wholesale, donc on a des retailers, ce sont nos clients. On est également présent dans des pays où on n'a pas de filiale, donc il s'agit là de nos distributeurs, ce sont nos clients B2B, et on a besoin d'eux pour avancer. Alors, je vais vous donner 2 exemples qui sont assez parlants. On a un objectif de supprimer le cellophane autour de nos produits à 2028. Donc, vaste programme. Évidemment, on ne peut pas juste retirer le cellophane, on ne peut pas juste faire des tests de transport pour voir si ça marche. Il faut qu'on les embarque avec nous, il faut qu'on ait leur accord, parce qu'il peut y avoir des problématiques de vol ou que sais-je. Donc, on a besoin d'eux. Deuxième exemple, et pas des moindres, on a un objectif de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre qui est assez challenging, comme toutes les entreprises engagées. On a clairement identifié qu'un des leviers pour atteindre ces objectifs était la réduction drastique de notre transport aérien. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 50% du transport de nos produits qui est sous notre contrôle. Donc ça, on est capable de gérer. On a mis en place plein d'actions et ça fonctionne. En revanche, pour la deuxième moitié, c'est hors de contrôle. C'est les distributeurs qui décident le moyen de transport qu'ils veulent utiliser pour envoyer nos produits. Donc on a besoin de les embarquer, on a besoin de les rallier à notre cause. Et c'est ce qu'on fait. Et en fait, ça fonctionne. On est en pleine discussion avec certains distributeurs qui, jusque-là, envoyaient tout en avion. Et on se rend compte qu'en fait, ça crée des liens qui sont un peu différents, qui sont au-delà juste du lien business. Et par ailleurs, et ça c'est vraiment la deuxième phase d'une même pièce, on a des distributeurs, on a des retailers qui nous demandent des comptes
sur nos engagements. Ils sont eux-mêmes dans une démarche d'engagement et ils essayent d'évaluer la maturité de leurs fournisseurs, donc en l'occurrence de nous, sur ces sujets-là. Donc en fait, on se rend compte que vraiment c'est du donnant-donnant. Plus on collabore, et ça, vraiment, ça permet de créer un nouveau lien, un lien de fidélité, un lien de confiance qui est super riche. Donc ça, c'est pour les clients B2B, mais en fait, les clients B2C, c'est exactement la même chose. On a besoin d'eux pour atteindre nos objectifs. Je vais prendre un exemple très simple, c'est celui de la recharge. Donc Diptyque a des grandes ambitions concernant la rechargeabilité de ses produits. C'est vraiment un axe stratégique chez nous. On veut augmenter nos gammes de produits rechargeables, mais on veut aussi augmenter nos ratios de recharge, évidemment. Donc pour vendre des recharges, encore faut-il que les clients soient informés qu'il y ait des recharges. Donc il faut communiquer sur les points de vente. Donc nous, on a objectivé de manière très formelle, hein, c'est dans leur revue annuelle, on a objectivé notre force de vente pour qu'en point de vente, ils parlent des engagements de la maison et qu'ils présentent les recharges qui existent pour les produits. Donc ça fonctionne. En tout cas dans ce sens-là, et on a quand même voulu mesurer de manière qualitative, ou moins la prochaine fois on fera appel à Seaways, on a essayé de mesurer l'impact de nos initiatives RSE sur nos clients. Alors pour ça, on a fait un focus group. L'objectif du focus group, c'était d'essayer de décrypter quelles étaient les attentes de nos clients envers les marques de luxe et envers notre marque en particulier. Et on a aussi voulu tester 3 initiatives. Donc sans rentrer vraiment dans le détail, je peux juste vous partager quelques feedbacks. Au global, on a eu beaucoup de critiques qui étaient très constructives. On a eu aussi des propositions d'amélioration qu'on a essayé de prendre en compte. Mais de manière globale, on a pu se rendre compte que c'était très bien reçu par nos clients. Ça permettait, tout comme les clients B2B, de créer de la fidélité à la marque, de créer une relation de confiance. On a une plateforme de transparence qu'on a testée où là, vous pouvez voir quelques items sur la slide. Il y en a même qui disaient ça justifie finalement le prix, les prix que vous appliquez, d'avoir ce type de communication très transparente. Donc voilà ce que je peux vous partager. En tout cas, voilà le retour d'expérience que j'ai pu avoir chez nous. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos engagements, alors je ne fais pas de publicité pour notre rapport d'impact, mais quand même, si vous voulez aller jeter un œil, il est disponible sur notre site internet. Et je vous remercie pour votre attention et je suis disponible si vous avez des questions. Merci Pauline. Bonjour. Ça paraît tellement évident qu'on se demande pourquoi tout le monde ne fait pas pareil. Donc bravo. Moi, du coup, j'ai 2 questions. J'en aurais plein d'autres, mais j'en ai 2. Vous venez de quel métier avant la RSE ? Et j'en ai une deuxième. Voilà, on a l'impression que c'est hyper fluide, mais j'imagine que vous êtes quand même heurté à des difficultés, notamment pour quand vous avez dû embarquer les distributeurs par rapport au transport, notamment sur le transport que vous ne maîtrisez pas. Voilà, est-ce que vous pouvez indiquer peut-être 2, 3 types, ou 1 ou 2, le nombre de difficultés que vous avez eues importantes et comment vous avez réussi à faire néanmoins avancer toute la chaîne? Merci pour ces questions. Moi, ça fait presque 7 ans que je fais ce métier. Et avant ça, je travaillais en marketing. Merci. Formidable. C'était le but de l'opération, de vous convaincre que c'est possible. Tout à fait.
Et sur les difficultés rencontrées, est-ce que tu as un ou deux exemples? Oui, on en a. Typiquement, le retrait du cellophane autour des produits, c'est pas encore gagné. Donc, on est en pleine discussion avec les retailers. Typiquement, alors, ce qu'on fait quand on a un refus catégorique d'un retailer, par exemple, c'est qu'on va en chercher un qui est super engagé et on essaye de dealer ça avec lui pour ensuite montrer que oui, c'est possible et que ça peut devenir une nouvelle référence ou en tout cas qu'on peut faire les choses autrement. Autre exemple, pareil, pour l'avion. On a présenté plusieurs fois notre engagement à arriver à un objectif de zéro air freight. Au bout de la 3e présentation, on a présenté aussi le bilan carbone avec les émissions qui étaient dues justement à l'air freight des distributeurs. Et là, globalement, ça commence à peser dans la balance. Et puis, on a tous un objectif commun au final. Même derrière ces distributeurs, en fait, c'est des équipes de vraies personnes qui, en fait, s'engagent pour une cause qui nous dépasse tous, pour avoir un impact plus positif et pour réduire les émissions globales. Donc, en fait, ça fonctionne, mais c'est du step by step, c'est sûr. Merci, Pauline. Dernière question. Oui, voilà. Bonjour. Ma question, elle va être ultra simple. Embarquer les parties prenantes, c'est le facteur de succès que tout le monde souhaiterait atteindre un jour. Qu'est-ce qui fait que vous êtes sur cette voie, pour ne pas dire que vous y êtes arrivé, mais vous êtes en très bonne voie de ce qu'on voit. Mais qu'est-ce qui fait, selon vous, que vous y arrivez, que d'autres n'y arrivent pas forcément? Ce serait quoi le petit secret que vous avez? Alors, je ne sais pas vraiment ce que font les autres, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que toute cette période de communication en interne, et vraiment, on a donné de notre personne avec Agathe, qui est dans mon équipe, ça a été vraiment important parce que, globalement, les gens ont compris que c'était un sujet majeur et ils se le sont assez rapidement approprié. Et le fait d'avoir, par exemple, un outil comme ça, où finalement on arrive à s'en servir aussi, ça apporte une sorte de fierté dans l'entreprise. Donc ça, en fait, ça fait que pour moi, c'est le cœur du réacteur. Et ensuite, derrière, nos parties prenantes, alors dans les parties prenantes importantes, il y a les fournisseurs. Les fournisseurs, plus ou moins, eux, ils ont aussi envie de s'engager. Et donc, assez rapidement, ils accrochent en fait sur nos prises de position. Et puis, en fait, tout ça se fait un peu main dans la main. Et, en tout cas, c'est progressif, mais moi, je trouve que ça marche. Pour tenir le timing, on va poursuivre, mais je pense que si vous avez des questions pour Pauline, ce sera possible juste à la fin. Merci beaucoup, Pauline. Merci. Et je crois que tu as très bien exprimé l'importance d'embarquer les équipes de vente et les équipes commerciales. Nous, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup avec nos clients dans le cadre de stratégies de marque engagée, puisque ce sont des équipes qui sont de plus en plus challengées par les clients distributeurs quand ce sont des clients distributeurs qu'ils ont en face. Et c'est pas natif pour une personne d'une sales team de parler de RSE. C'est un sujet assez inconfortable pour eux. Ils n'ont pas forcément envie de le mettre sur le tapis parce qu'ils ne veulent pas se retrouver coincés à ne pas savoir répondre. Donc c'est très important, je pense, le point que tu as soulevé, de passer du temps à les équiper, à les former, à les aider à se sentir beaucoup plus à l'aise sur ce sujet qui est complexe. Et dans la relation commerciale, qui est un rapport de force, c'est très difficile de dire qu'on ne sait pas. Voilà. Et la posture de la RSE, c'est que on est toujours en progrès, on n'est jamais les meilleurs, on n'est jamais les plus forts, évidemment. Et c'est pas forcément très naturel à intégrer dans une posture commerciale. C'est quelque chose qu'il faut apprendre et travailler avec eux. Donc c'est important. Pour finir sur cette création de valeur à partir de l'engagement pour les marques, nous, c'est quelque chose auquel nous croyons beaucoup chez LinkUp. Pour ceux qui nous ne connaissent pas, nous avons une activité de consulting. Nous accompagnons les marques et les entreprises à solidifier, pousser plus loin leur démarche d'engagement, et une activité de communication. Nous appuyons sur cette connaissance des enjeux RSE pour aller communiquer avec le bon ton et trouver la bonne manière d'aller porter ces
message à l'ensemble des parties prenantes. Nous croyons très fortement à la création de valeur à partir de l'engagement. On a 5 expertises qu'on met au service de cette création de valeur. Je ne rentre pas dans le détail. Ce que je voulais vous partager pour conclure cet atelier, c'est d'abord ces chiffres qui datent un petit peu, mais quelque part que je dirais chez LinkUp depuis 15 ans, bientôt 15 ans qu'on existe, nous voyons en permanence dans des études cette espèce de dialogue impossible entre des marques et des entreprises qui sont persuadées qu'elles font savoir ce qu'elles font et des consommateurs qui régulièrement nous disent et disent dans les études qu'elles ne connaissent pas, elles n'ont pas assez d'informations, elles ne savent pas comment mesurer l'engagement d'une marque, elles ne sont pas au courant, ça ressort dans de nombreuses études depuis plusieurs années. Donc, il y a un dialogue qui ne s'établit pas, il y a quelque chose qui ne passe pas entre l'émetteur et le récepteur. Et puis, si l'on en croit ce qu'évoquait tout à l'heure Grégoire, ça ne va pas s'arranger parce qu'entre le greenwashing ou les procès en greenwashing et le greenwashing, on ne va pas arriver à mieux se comprendre. Et pourtant, on l'a vu avec l'exemple de Pauline et on l'a vu aussi à travers l'outil Seaways, on a des attentes à satisfaire en face et il faut savoir les capter, les capturer et les savoir. Donc, en quoi et comment la stratégie de marque engagée est une réponse pour être un levier de création de valeur à partir de l'engagement. Alors, il y a un peu 3 grands sujet pour nous. D'abord, c'est pas très positif, mais c'est quand même un point, ne pas détruire de la valeur, anticiper les évolutions réglementaires. Vous le savez tous, on est soumis de plus en plus, les entreprises, à une pression réglementaire croissante qui ne va pas aller en s'arrêtant. Et puis, ça peut s'asseoir de sanctions quand on n'applique pas la réglementation, comme l'exemple de Lidl, qui n'était pas en conformité avec la loi AGEC sur l'information du consommateur sur des pièges détachés sur l'électroménager. Et même sans aller jusqu'à la sanction, qui est quand même assez rare, attendre la dernière minute et la 25e heure pour se mettre en conformité, c'est beaucoup plus coûteux que de faire les choses progressivement en anticipation. Et encore une fois, ce soit la PPWR sur les emballages, la réglementation REACH, des choses arrivent au niveau européen et il faut s'y préparer. Et puis surtout, anticiper les changements de paradigme de son marché. Si je vous demande le point commun entre un jus de fruits, un produit vaisselle, des couches pour bébé, des baskets et un gel douche, ce sont des petites marques qu'on a vu tous éclore il y a quelques années, qui ont pris de la place, qui ont bousculé leur marché, qui ont réinventé leurs produits et qui ont petit à petit grandi, comme en témoigne la place que l'Arbre Vert a pris dans les rayons des produits vaisselle. Et même au-delà de ça, donc c'est une petite marque qui est venue vraiment bousculer les grands, les très 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 grandes multinationales. Et au-delà de ça, si vous regardez aujourd'hui le rayon des produits ménagers, vous verrez qu'il a complètement changé. Si on repense à 10 ans en arrière, il a été complètement transformé, et notamment avec ces coups de boutoir de ces petites marques. Donc, savoir anticiper les changements qui sont en train d'advenir, c'est une manière de ne pas détruire de la valeur et donc de protéger sa marque. L'autre sujet, c'est de pérenniser la valeur. Et on est très convaincus qu'une stratégie d'engagement construite au fil du temps, qui se construit progressivement, est un sujet de création de valeur, à condition de faire les choses dans la durée, de manière holistique, de manière complète. Et c'est aussi une occasion de dialogue sans cesse renouvelé avec ses consommateurs. Et c'est un sujet qu'il faut savoir injecter dans sa marque, dans son mix marketing. Là, vous avez sous les yeux plusieurs années de collaboration avec Bell, qu'on accompagne depuis presque 10 ans maintenant. On a progressivement et très tôt utilisé les engagements de la marque, de l'entreprise, pardon, pour venir faire évoluer les positionnements des marques, pour venir nourrir les claim on pack, pour prendre la parole sur d'autres sujets. Et pour illustrer le point de Pauline, vous avez ici là un monsieur qui est un éleveur de Bell, qui on a mis au cœur d'une campagne de communication sur la juste rémunération des producteurs, qui était un engagement très fort de Bell il y a quelques années, qui continue depuis.
Cette campagne, elle précédait les négos et elle a changé la relation et les discussions de Bell avec certains de ses distributeurs GMS, notamment des hausses de prix qui avaient pu être passées avec Intermarché à l'époque, parce que on avait réussi à rendre tangible et concret cet engagement de l'entreprise et à travers les marques. Ce sont les marques qui s'expriment et ce sont des marques dont on parle dans le box, ce sont des produits dont on parle du référencement et des prix. Donc il faut savoir vraiment alimenter sa marque avec ses engagements et c'est ce que fait très bien Bell avec beaucoup de choses sur les emballages aussi, des évolutions unpack assez régulières sur ces sujets-là. Pérenniser la valeur, c'est se baser sur l'engagement, c'est aussi savoir remettre en perspective sa marque. Une marque comme Panzani, c'est une marque qui communiquait très peu sur ses engagements, qui faisait énormément de choses, qui fait énormément de choses depuis plus de 10 ans, presque 15 ans, en faveur de la filière blé dur française, qui est une petite filière assez peu connue. Finalement, cet engagement-là, la marque l'a beaucoup plus mis en avant, l'a beaucoup plus travaillé, l'a poussé plus loin, et ça a permis de changer le regard de ses consommateurs sur cette marque, ne serait-ce qu'en dévoilant que c'était une marque française et qui se sourçait en France, mais aussi en montrant qu'elle avait une position assez forte sur cet engagement-là. Et puis, c'est aussi travailler autrement. On en a parlé sur la coévolution avec les distributeurs, on en a parlé avec les consommateurs. L'engagement, c'est un moyen aussi de travailler différemment, même avec ses concurrents potentiellement, et Mustela, que vous connaissez tous, a donc travaillé avec certains de ses concurrents sur ses distributeurs de produits en vrac dans les pharmacies pour permettre de convaincre les pharmaciens et d'être plus puissants et d'avoir un ROI supérieur aussi pour le pharmacien. Donc on peut, grâce à l'engagement et en s'appuyant sur l'engagement, on peut explorer de nouveaux chemins, on peut changer un petit peu la donne, dialoguer avec des personnes avec qui on ne dialogue pas habituellement et c'est vraiment très très positif pour les marques. Et puis, c'est cranter la valeur, c'est aller plus loin. L'engagement est un formidable levier pour engager son consommateur sur des nouveaux sujets, sur des nouveaux engagements. Là, vous avez pas mal d'exemples d'entreprises qui ont été plus loin que leur marché, plus loin que leur secteur, qui ont pour certaines pris des risques, mais pour aller au bout de leur engagement. Et ce qu'il faut, c'est évidemment le travailler au niveau du discours de marque, le travailler en lien avec le positionnement de la marque et avec son ADN. Donc vous avez l'exemple d'Aberlour qui est venu présenter ça ici d'ailleurs à ProDurable, qui a supprimé les canistères, donc ces tubes qui font partie de l'offre premium du whisky premium. Donc c'était une prise de risque importante, mais finalement avec des retours très positifs de ses consommateurs et avec une vraie prise de position pour la marque de finalement changer le regard sur qu'est-ce que le vrai premium. Le vrai premium, c'est pas le superflu, c'est justement de se suffire à soi-même parce qu'on est un produit premium et on n'a pas besoin de cet emballage. Chantel qui a mis au point le premier soutien-gorge de la première gamme de lignes de lingerie 100% recyclable et qui a de ce fait engagé une nouvelle relation avec ses consommatrices parce que c'est un produit que les consommatrices peuvent ramener en magasin pour qu'il puisse être recyclé avec une logique de fidélité, une logique de bon d'achat. Donc on engage le consommateur, on réoriente la logique d'opération promo. Donc on a une autre relation avec son consommateur et c'est vraiment de nature à nourrir la marque. Et puis c'est l'engagement, c'est aussi un moyen de sortir un peu des sentiers battus et d'aller prendre part à un combat sociétal qui fait sens pour la marque, un grand combat. Vous avez deux exemples ici qui ont été primés hier lors du Grand Prix de la marque engagée. Spontex qui s'engage pour l'allègement de la charge mentale avec l'association Nos Voix, Vos Voix, donc un sujet éminemment sociétal sur lequel la marque va apporter sa contribution, faire progresser ce sujet, chercher des solutions et en s'appuyant sur un tiers. Donc c'est aussi en termes de positionnement de marque quelque chose de très innovant et de très différenciant.
sur un rayon qui est très bataillé, hein, on est sur les éponges en supermarché, c'est très bataillé, c'est très challengé par la MDD, donc il faut aller chercher de la création de valeur aussi à travers l'engagement sur ces autres sujets que sont ces sujets sociétaux. Et l'autre exemple que je tenais à reciter ce soir, aujourd'hui, qui a été présenté hier soir, le groupe de logistique de Ray qui s'est engagé aux côtés de l'association Les Règles Élémentaires qui lutte contre la précarité menstruelle, qui est un sujet dont on parle de plus en plus, qui concerne quand même la moitié de la population en précarité, donc c'est très important. Voilà pour quelques exemples. La stratégie de marque engagée, c'est donc, oui, un levier de création de valeur de plein de manières différentes. Et on va pouvoir vraiment changer la relation avec les parties prenantes de la marque. Évidemment, il n'y a pas de stratégie de marque engagée sans démarche RSE solide derrière. On va se sourcer à la démarche RSE de l'entreprise et il faut le faire de manière globale en allant regarder toute la chaîne de valeur puisqu'il y a vraiment beaucoup de choses à aller puiser dans les démarches RSE. Et bonne nouvelle, oui, vous allez entendre parler de CSRD, mais juste une seconde dans cette conférence, les entreprises, à travers la CSRD, vont en plus de se mettre en conformité, vont clarifier leurs feuilles de route, vont clarifier leurs engagements, vont avoir ces fameux data points qui vous donnent peut-être déjà la jaunisse, mais ça va être autant de preuves, autant d'éléments dans lesquels les marques vont pouvoir aller puiser. Donc, pour les marketeurs qui sont dans la salle, ne prenez pas peur, la CSRD va vous servir. Ça va être une formidable bible pour vous aider à nourrir vos stratégies de marque engagée. La stratégie de marque engagée, c'est une démarche holistique qui doit se faire dans la globalité, qui est un vrai exercice de marketing, mais de marketing qui met l'engagement au cœur de la réflexion. Donc, on va se sourcer aux engagements existants de la marque ou aux engagements de l'entreprise. On va évidemment respecter l'ADN de la marque, se nourrir de cet ADN et construire sa stratégie en fonction de qui est la marque. On va travailler à partir des attentes clients et consommateurs avec Seaways. Et on va bien sûr tenir compte du contexte, marché, concurrence, réglementation, tendance, etc. Et on va définir une stratégie qui va être solide, qui va accompagner la marque dans le temps, pas de one-shot, pas d'effet d'opportunité, mais vraiment un processus qui doit être intégré au pilotage de toute marque et qui va bien sûr venir nourrir la marque en retour. Donc c'est une approche, en tout cas nous, que nous menons de manière systémique. Et pour finir, c'est une démarche aussi qui est progressive, qui peut s'installer dans le temps. On a l'habitude de travailler, nous, avec ce frame chez LinkUp, l'engagement 1.0, c'est-à-dire les engagements qui existent déjà, et puis plein d'assets que la marque a en ses mains et qu'elle, souvent, on se rend compte qu'elle n'exploite pas dans sa relation avec ses consommateurs, ses clients. La RSE, l'engagement 2.0 qui va être vraiment de travailler sur des engagements qui vont arriver petit à petit, qu'on va dévoiler au fur et à mesure. On peut partager ces feuilles de route à partir du moment où on s'est défini des objectifs, des targets chiffrés. On peut annoncer ce qu'on va faire, il faut s'y tenir, il faut être sûr de ce qu'on annonce. Et puis l'engagement 3.0, c'est d'aller vraiment bousculer son marché, son secteur, s'engager pour un combat de société. Et ça permet à la marque de passer de la responsabilité à la contribution, qui est pour nous l'objectif de toute marque et atteignable pour toute marque. Voilà. Merci. Étant donné qu'on ne nous a pas encore viré, on peut prendre peut-être encore une ou deux questions. Est-ce que vous avez des questions? Oui ? Bonjour. En fait, je voulais savoir comment on pourrait mensurer cette création de valeur, ou aujourd'hui, comment on fait pour mensurer les succès vraiment financiers, on va dire, à partir de tout ce travail qui a été fait ou pour la diptyque ou vous, votre client aussi. Alors, je laisserai peut-être Grégoire compléter. Nous, ce qu'on voit comme outil de mesure déployé dans les entreprises, c'est à la fois mesurer les effets sur la perception de la marque, la considération, les intentions d'achat. Ça, c'est des choses qu'on peut mesurer assez facilement dans les études. Après, il y a de l'autre côté du scope, on va dire, l'impact sur les ventes, mais qui n'est pas toujours
dû qu'aux démarches d'engagement, premièrement, et deuxièmement, un peu plus long à mesurer, à évaluer. Mais entre les deux, il peut y avoir pas mal d'outils d'études à mettre en place pour mesurer un peu l'efficience de ces sujets-là. C'est un peu à construire ad hoc pour chaque marque en fonction aussi des engagements qui sont mis en place et des touchpoints qui sont activés. Parce que la question, c'est de savoir comment la marque va valoriser ça. Est-ce que ça va être on-pack? Est-ce que ça va être via de la communication, via des relations presse? Et en fonction, on va mesurer le succès de chacune des actions. Donc finalement, c'est une mesure qui va se consolider de plein de petites mesures. Je pense que tu as tout dit, mais effectivement, je le redis, c'est faites des tests, testez. On peut mesurer en testant. Ça vous évite de passer à l'échelle tout de suite. Et surtout, ça va vous apporter des informations qui sont peut-être différentes de ce que vous imaginiez au départ. Quand on veut faire bouger des distributeurs, quand on veut faire bouger ses clients, ben parfois la valeur elle est un petit peu différemment, placée différemment. Et donc, c'est important de pouvoir tester ça avec des échantillons témoins, évidemment, ou en tout cas sur des périodes sur lesquelles vous pouvez avoir des comparatifs. Merci à tous et à tous pour votre attention. Et si vous avez d'autres questions, on sera devant la salle encore pour quelques minutes. Merci.